Salutations la deuxième saison. On s'entend tout et son contraire au sujet de l'espace numérique de travail et de ses diverses utilisations. Une question de cahier de texte numérique et d'espace à remplir pour toute occasion. Allons-y sans peur et sans reproche. Qu'en est-il réellement de l'obligation légale de noter les devoirs des élèves et les contenus des cours sur le cahier de texte numérique? Bienvenue sur Capsule Éducation. Un poil de contexte, entre devoirs à noter sur le NT ou cahier de texte entier à compléter, de quoi se parle-t-on vraiment? Des distinctions à appliquer déjà. Il y a noter les devoirs et noter la séance du jour. La partie devoir, zéro surprise. On y note la matière, la date butoir du devoir, l'intitulé de la leçon à apprendre et les exercices à faire sur tel support. C'est pas mal. La partie séance est déjà plus longue. Elle implique d'y noter la date de la séance, les objectifs visés, le détail des activités et des points clés du cours, les documents vus et les supports à ajouter en complément. Deuxième élément de contexte. À qui s'adresse le cahier de texte numérique? Plutôt aux élèves, aux familles, aux enseignants eux-mêmes, aux chefs d'établissement ou aux inspecteurs? L'ENT et son cahier de texte numérique restent des outils mis à disposition pour améliorer les conditions de travail ou de scolarité de chacun. Aussi, il est très important de savoir qui a besoin de quoi. Des questions qui trouveront peut-être des réponses tout au long de l'épisode. C'est parti! La seconde juridique. Qu'en est-il des obligations de chacun? Une première réponse se trouve sur education.gouv avec la circulaire du 6 septembre 2010, intitulée sobrement « Le cahier de texte numérique ». On y parle d'un outil au service de l'apprentissage et des activités d'enseignement, et à destination de toute la communauté éducative. À savoir également que le cahier de texte numérique se substitue à son équivalent papier, lequel a malheureusement disparu petit à petit de nos établissements et de nos écoles. Ainsi fait, l'outil constitue un document officiel à valeur juridique, même s'il est dématérialisé. Mais encore, voici ce que dit précisément la circulaire. Première citation. Le cahier de texte de classe doit être de maniement facile, refléter le déroulement des enseignements et permettre de suivre avec précision la progression des apprentissages. Deuxième citation. Le cahier de texte de classe sera organisé par discipline et par autre dispositif d'enseignement. Il sera tenu par chaque professeur concerné et sera à la disposition des personnels de direction et d'inspection qui devront les viser dans le cadre de leur mission. Troisième citation. Le cahier de texte mentionnera d'une part le contenu de la séance et d'autre part le travail à effectuer, accompagner l'un et l'autre de tout document, ressources ou conseil à l'initiative du professeur, sous forme de texte, de fichiers joints ou de liens. Voilà pour le cahier de texte de classe, on se parle bien d'une obligation légale pour tout enseignant, autant pour les devoirs que pour le contenu de cours, avec cependant une partie facultative qui concerne les documents et les ressources. Quatrième et dernière citation. Le cahier de texte numérique ne dispense pas chaque élève de continuer à tenir un cahier de texte individuel. Une circulaire apparue sous Luc Châtel, alors ministre de l'Éducation nationale de l'époque, est aussi un document qui abroge et remplace la circulaire du 3 mai 1961, sans la présence du cahier de texte numérique, on imagine bien. L'adresse de l'Académie de Créteil permet de retrouver l'accès à cette circulaire où il est écrit que le cahier de texte individuel était déjà une obligation pour chaque élève et que le cahier de texte de classe se devait d'être à la disposition des élèves. Un outil vu comme indispensable pour assurer la liaison entre les professeurs et les maîtres chargés des études surveillées. Il assurait en outre la continuité entre les enseignants absents ou mutés et leurs suppléants ou successeurs. Une règle toujours en vigueur même si peu rappelée. Le référentiel présent sur EduScol en parle aussi dans des recommandations d'usage mises en ligne en 2009. Concernant le contenu du cours en lui-même, voilà ce qui est dit. Il est indispensable que des documents puissent être joints dans l'esprit de ceux qui étaient insérés dans le cahier de texte papier. Autrement dit, noter les devoirs n'est pas suffisant. Il faut aussi retaper le contenu de la séance et ajouter des documents, soit ceux vus en cours, soit des compléments. Pourtant, la circulaire de 2010 dit explicitement que les documents et les ressources sont à l'initiative du professeur, donc pas une obligation. Et on ne se parle pas encore de continuité pédagogique, c'est-à-dire d'assurer les apprentissages des élèves en distanciel.
Une expression qui nous vient de tu sais quoi depuis tu sais quand, et qu'on ne va pas développer plus pour ne pas provoquer d'allergie. Un autre jour, peut-être. Là, il s'agit de s'assurer que toute la communauté éducative dispose des informations pour suivre l'apprentissage des élèves. Si l'élève ne fait pas ses devoirs, est-il possible de le punir? La réponse est simple. Pourquoi je te pose cette question? Juste pour y rajouter un petit élément. La circulaire rappelle déjà que l'élève est bien tenu de noter ses devoirs sur son propre agenda, et le fait de ne pas avoir fait ses devoirs implique qu'il n'a pas regardé le dit agenda, notamment. Alors oui, la punition est possible. Obligation légale inscrite dans la circulaire, et tout manquement entraîne une conséquence. On y est. Cerise sur le gâteau, le règlement intérieur, le fameux. Un document qui fait office de loi au niveau local, même s'il ne peut pas se substituer aux lois nationales, aux décrets ou aux arrêtés. Si le règlement intérieur inclut un passage sur l'obligation d'assiduité et de travail, sur l'obligation de noter ses devoirs sur un support individuel et de les faire, c'est une obligation double et non contestable au niveau juridique. Oui, sur papier, toujours sur papier. Mais en attendant, enseignants et élèves ont bien des obligations concernant le cahier de texte. Et ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont les textes juridiques. Les réalités des terrains, entre lois qui n'engagent pas tout le monde et pratiques qui varient. Et si on commençait la visite avec les enseignants? Tous ne respectent pas la circulaire, mais si on allait plus loin que cette constatation, disons que noter les devoirs et saisir le contenu du cours sur l'ENT, ça prend du temps. Peu importe si on utilise l'ancien format papier que certains collègues gardent encore ou le format numérique. Déjà, dans le cours en lui-même, on arrive en cours dans une salle qui n'est pas forcément la nôtre. On allume l'ordinateur et on tente de se connecter à l'ENT pendant que les élèves s'installent plus ou moins difficilement. Et on prie pour que rien ne bug. Une fois la barrière des divers identifiants et mots de passe franchis, bah non. Pourquoi faire ça en début d'heure, alors que le cours n'a même pas encore débuté et qu'il peut y avoir des changements de dernière minute dans le programme du jour? Très bien, essayons sur la fin du cours alors. La sonnerie approche, les élèves sont prêts à filer, certains ont même déjà rangé leurs affaires, leur agenda aussi forcément. Mais s'il faut attendre qu'ils s'en aillent pour noter à la fois les devoirs et le contenu du cours, combien de temps ça prend? En sachant que l'enseignant ne dispose pas toujours de sa propre salle, donc il doit ranger ses affaires, se déconnecter de partout pour laisser le champ libre aux collègues qui arrivent. Et par-dessus tout, répondre à cette obligation à la fin du cours est l'assurance d'arriver en retard à son prochain cours. Un comble! Tu te dis qu'il suffirait de faire tout ça, disons, 5 minutes avant la fin de la sonnerie? Ça veut dire finir le programme du jour 5 minutes avant la sonnerie. Ceci ajouté aux 5 minutes perdues en début de cours pour que les élèves s'installent. 10 minutes en moins, c'est pas rien. Et en plus, il faut garder les élèves dans la classe pendant qu'on remplit l'ENT. Une histoire de responsabilité et de sécurité, d'horaires à respecter et fatalement d'interdiction de les laisser filer avant. Conclusion, l'obligation n'est pas forcément faisable sur l'heure de cours en elle-même. Ça, c'est juste pour l'ENT, mais il y a aussi la surveillance de quelques 30 élèves pendant qu'ils notent les devoirs sur leur agenda individuel, parfois moins, parfois plus. S'assurer qu'ils le font tous, ce qui fonctionne dans certaines classes et qui échoue lamentablement dans d'autres. De même que tous les élèves ne sont pas des dératés dès que la fin du cours approche. Pas d'exagération grossière. Note quand même que je prends une situation de collège ou de lycée, mais dans le premier degré, écrire les devoirs reste tout aussi difficile, d'autant que les jeunes élèves sont encore dans l'apprentissage de la lecture, de l'écriture. Quoi? Pas le droit de donner des devoirs aux élèves de l'école élémentaire? C'est pas le sujet, mais tant qu'on y est, disons que les réglementations manquent de clarté en interdisant les devoirs écrits, mais en acceptant le travail à l'oral et l'apprentissage des leçons. Quant aux exercices à faire, bon. On va se prendre le temps de disséquer ça proprement un autre jour, ok? Pour cette histoire de devoirs et de contenu de cours, si l'enseignant ne peut pas le faire là tout de suite maintenant, quand peut-il tout saisir? Quand il n'a pas cours, qu'il a des trous dans son emploi du temps? Certes, mais les emplois du temps ne se ressemblent pas. Certains auront plus de trous que d'autres. Il faut préparer les autres cours, corriger les copies, filer en réunion, préparer des projets, prendre une pause quand on peut, sans compter le matériel informatique à disposition, inégalitaire selon les établissements et les budgets. Un peu dur d'aller sur un ordinateur quand toutes les places sont prises, ou juste quand la connexion est mauvaise ce jour. Difficile aussi de se poser et de saisir tout sur l'ENT quand on est en service partagé et qu'on doit filer d'un établissement à l'autre. Il reste alors le temps hors établissement, le temps libre, celui des heures non ouvrables, celui du repos, en gros la maison.
Dans l'épisode 8 de la saison 1, qui s'appelait Enseignant, un métier jalousé et déserté, on se disait que le travail des enseignants ne consistait pas qu'à être en classe et à transmettre, que les 18 heures à temps plein ne constituaient qu'une partie du temps de travail et que celui-ci tournait généralement à 40 heures, si ce n'est plus. On se doute bien que la mission de compléter l'ENT entre plutôt dans la catégorie hors 18 heures, dans le travail hors classe. Mais voilà, si la circulaire sert d'obligation légale, elle ne précise toutefois pas quels sont les délais pour tout rentrer sur le cahier de texte numérique, ce qui veut dire que l'enseignant peut aussi bien tout saisir sur l'heure même ou en fin de soirée ou sur les fins de semaine. Et le droit à la déconnexion dans tout ça? Si le cahier de texte numérique ne peut pas être rempli sur les heures de présence dans l'établissement, forcément, il ne reste que les heures de repos, les fins de semaine, les soirées. Mine de rien, toute cette histoire pose la question de la déconnexion. Pour les enseignants qui sont tenus de faciliter l'accessibilité des devoirs et du contenu de cours aux élèves et aux familles, mais pour les élèves aussi, les familles. Bref, toute personne qui se sert de l'ENT. Certains attendront les mises à jour, d'autres devront faire les dites mises à jour sur leur temps libre. On ne va pas aller sur ce terrain-là aujourd'hui, les ENT méritent qu'on prenne le temps d'en parler sur un épisode dédié. N'empêche, le cahier de texte numérique reste un élément qui peut faire chavirer les temps professionnels et les temps personnels. Dernier petit questionnement. Est-ce qu'instaurer une telle obligation vue comme chronophage découlerait d'une petite volonté de suivre à la trace tous les mouvements des personnels? Après tout, les inspecteurs y ont accès et peuvent demander à voir les progressions lors des visites d'inspection, et les chefs d'établissement peuvent viser les contenus également. Je ne pourrais pas te donner de réponse certaine, je ne peux m'en tenir qu'à la circulaire. Mais le regard des supérieurs hiérarchiques a tendance à interroger. Pourquoi ne pas s'intéresser aux élèves? On attend que l'élève ait son propre cahier de texte individuel comme notifié sur la circulaire, et on se rappelle que l'ENT ne nous dispense en aucun cas de faire son travail d'élève, c'est-à-dire d'être assidu, attentif et ponctuel, entre autres. Alors à partir de là, quels sont les dysfonctionnements observés et vécus dans les écoles et les établissements? Des élèves qui se présentent en cours sans un agenda, ce sur toute l'année scolaire. Forcément, les élèves qui n'ont déjà pas de carnet de texte ne noteront pas les devoirs. On a maintenant les autres. Ceux qui ont un agenda et qui notent tout, bravo à eux. Ceux qui ont un agenda mais qui ne prennent pas la peine ou le temps de noter les devoirs, ou ceux qui traînent à noter. Ou alors, ils notent mal par inadvertance, sur un moment d'étourdissement, de panique. L'élève a le droit de se tromper, de redemander une précision, d'admettre qu'il n'a pas bien pris en note. Mais quand ça arrive tout le temps, ça devient un petit problème pour lui comme pour l'enseignant. Quelques cas de figure avec ça. Le devoir n'est ni noté sur l'agenda individuel, ni sur le cahier de texte numérique. Donc l'élève prend une punition pour travail non fait, à juste titre. Et voilà qu'il accuse l'enseignant de ne rien avoir noté sur l'ENT. Ou bien, le devoir n'est pas noté sur l'agenda individuel, mais figure bien sur l'ENT. Et l'élève cherche à négocier sa punition, parce que son ordinateur n'a pas fonctionné, qu'il n'avait pas de connexion Internet. Des arguments qui sont valides et qui peuvent nous arriver à tous, surtout dans la maison où l'informatique n'est pas vraiment en forme, mais là c'est autre chose. Oui, sauf que si les devoirs avaient été notés sur l'agenda individuel, dans les deux cas, l'élève aurait pu faire son travail correctement et ne pas récolter de punition. Dernier exemple. L'enseignant ne fait pas noter les devoirs sur chaque agenda individuel puisqu'il prend tout en charge sur l'ENT. Sauf que le jour où les devoirs ne sont pas notés parce qu'il y a eu un souci informatique ou autre, les élèves et les familles lui tombent dessus en cas de punition. Enfin, dans cette situation, on se doute que l'enseignant sait qu'il y a eu un problème technique et que les élèves n'y sont pour rien, qu'une punition serait injuste dans ce cas-là. On peut se dire entre nous que l'agenda individuel fait foi, parce que le cahier de texte numérique n'est qu'un support et que c'est bien la preuve écrite sur papier qui sert de référence. Sauf qu'avec cette obligation légale d'y inscrire les devoirs sur numérique, ce n'est plus aussi simple. Et certains élèves ont bien conscience de cette partie de la circulaire. Si pas eux, ça sera leurs parents, possible aussi. Difficile avec ça de ne pas s'interroger sur le rôle du cahier de texte individuel. Si tout est noté sur l'ENT, pourquoi les élèves continueraient-ils à tout noter sur papier? C'est trop fatigant, c'est pas assez stimulant, on oublie tout sur papier alors que sur numérique c'est automatique. On peut se mettre des rappels, à un agenda ça se perd ou ça prend trop de place. Plein d'arguments entendables, plein d'arguments discutables. Y aurait-il là une certaine forme d'assistanat dans cette façon de tout rendre accessible aux élèves? Étant sûr que ça leur rend bien service. Un cahier de texte numérique n'évite ni la contestation, ni les prétextes en cas de travail non fait. Par contre, il questionne le rôle du format papier et le rôle des élèves en eux-mêmes.
Car après tout, si l'ENT se généralise et si chaque enseignant se met à respecter scrupuleusement la circulaire, en se rajoutant du travail par la même occasion, les élèves ne se contenteront plus que du numérique. L'agenda ne deviendra qu'un simple accessoire dont on peut très bien se passer. Et quand on sait que certains élèves n'apportent déjà pas leur agenda en temps normal, imagine ce que ça donne sur une classe entière. Oui, parfaitement, ça peut aider quand on a les deux formats, ne serait-ce que pour l'élève qui a mal pris les devoirs en note et qui peut vérifier que les informations sont bonnes ou non, ne serait-ce que pour l'élève absent. Mais le reste, le travail personnel est déjà un sujet sous haute tension. Alors si en plus on facilite le désengagement des élèves par rapport à cette partie de leurs obligations, pas sûr que les conséquences soient plaisantes pour eux comme pour les personnels. Sans compter que généraliser un tel système, c'est se mordre la queue en même temps. Il suffit que les devoirs ne soient pas notés une seule fois ou notés plus tard que d'ordinaire. Il suffit juste d'une fois où tout ne se passe pas comme d'habitude pour que la classe et les responsables d'ego ne manifestent leur mécontentement. Pas tous, évidemment, mais la situation n'est pas ubuesque, elle se vit déjà. Ouvrir la voie au tout numérique n'implique-t-il pas de déresponsabiliser les élèves de leur rôle et de leur posture d'élève? C'est le risque. Quel serait l'intérêt d'apprendre à un élève à tenir un agenda si on lui dit que finalement ce n'est plus utile, qu'il n'en a plus besoin? Là, je te parle d'un cas de figure où le tout numérique deviendrait la norme. Ce n'est pas encore le cas actuellement. Je reviens sur l'élève absent quelques instants. Est-ce que le cahier de texte numérique lui est vraiment destiné? S'il est absent, c'est qu'il a manqué un cours. Et s'il a manqué un cours, c'est tout un pan de la compréhension qu'il ne peut pas trouver. Alors s'il n'a pas toutes les clés en main, comment peut-il s'entraîner sur des exercices donnés à la classe? Oui, il aura les devoirs à disposition. Oui, il aura le contenu du cours, s'il réussit à le rattraper. Mais entre un contenu rédigé sur l'ENT et un contenu absorbé en présentiel, il y a de grosses différences. On peut d'ailleurs bien s'en apercevoir avec la crise sanitaire. De plus, chaque enseignant a sa manière de restituer le contenu de la séance. Certains y mettront plus d'informations que d'autres, certains n'y mettront que les grandes lignes, et d'autres n'y mettront rien du tout. Est-ce que l'élève absent peut vraiment rattraper un contenu dans ces conditions? D'autant qu'ayant été absent, on ne lui demande pas de rattraper les exercices, juste le cours. Peu importe si c'est via l'ENT ou via les camarades. Je ne sais pas si ça existe encore, mais pendant ma scolarité, on avait tous un binôme en cas d'absence. Et c'est vers lui qu'on se tournait pour rattraper les cours manqués, soit en photocopiant ses notes, soit en récupérant les documents qu'il prenait pour nous. Et en cas de difficulté à saisir un point, on allait vers l'enseignant à notre retour. Ou pas, par timidité ou par flemme, ou autre. Est-ce que ce principe de binôme existe encore? Ou passer par les réseaux sociaux dont nos ados sont parfois bien friands? Si l'ENT est un support en plus, on se dit qu'avec les tendances actuelles, l'élève aura plutôt envie de se tourner vers ses potes de classe pour récupérer tout ça, avec Snapchat, Instagram, TikTok ou un autre repère numérique. Ils ne sont pas dépourvus de possibilités, mais encore une fois, ça ne concerne pas tout le monde. En fait, le cahier de texte numérique reste utile dans une certaine mesure, car il peut aider à rattraper ou à saisir un bout de contexte, mais il ne peut pas faire tout non plus, il a des limites. Et ce qui est assez cocasse, c'est que d'un côté on demande à nos élèves de sortir du numérique et de reprendre pied avec la réalité. Mais de l'autre côté, on les encourage à rester sur du tout numérique avec l'ENT. Manque de cohérence ou difficulté à trouver des solutions variées. Et les familles et responsables légaux dans tout ça? Ils ne sont pas présents en classe, ça on peut s'en douter, mais ils font bien partie de la communauté éducative et ont un rôle à jouer dans la scolarité de leur enfant. Plusieurs rôles même. L'ENT, et le cahier de texte numérique en particulier, sont des outils qui alimentent la relation école-famille et qui permettent aux parents de suivre les progressions de leur enfant, de s'assurer qu'ils ont des devoirs, et surtout qu'ils les font, qu'il n'y a pas de mensonges dans l'air. Il n'y a évidemment pas que les notes sur l'ENT, il y a aussi une trace écrite de l'enseignant. Exercices à faire, leçons à apprendre, parfois le contenu du cours, les devoirs sur table et les interrogations, les appréciations. Un outil qui aide les familles à savoir où la progéniture en est dans sa scolarité. Maintenant, qu'est-ce qu'on vit ou observe dans les réalités des terrains? Ce sont des familles qui sont attentives à la scolarité de leur enfant, qui s'investissent en s'assurant que les devoirs sont faits correctement, qu'il n'y a pas d'entourloupe, des responsables légaux qui approuvent les punitions en cas de devoirs non faits et se montrent vigilants sur la suite. Et le contraire aussi. Des familles qui se plaignent du trop de devoirs ou du pas assez de devoirs, qui exigent que les devoirs soient notés sur l'ENT en plus du cahier de texte numérique. Et pour peu qu'elles connaissent la circulaire, le ton risque de monter avec l'enseignant. Après tout, celui-ci a bien l'obligation légale de noter les devoirs sur l'ENT, mais il y a une façon de le rappeler. Polie et pas méprisante, si possible.
Et les familles qui exigent que les devoirs ne soient notés que sur papier et pas ailleurs. Celles qui refusent le contenu de cours et les ressources complémentaires stockées sur numérique, parce qu'elles n'ont pas tout accès à Internet, parce qu'elles n'ont pas tout un ordinateur dans la maison. Ou alors si, mais un ordinateur familial qui se partage entre toute la tribu. Ce qui nous paraît futile, voire ce qui a l'air d'un prétexte à nos yeux, en fait ce n'est pas toujours une stratégie de l'évitement, ni pour les élèves, ni pour leurs familles. Certains foyers ne disposent vraiment pas des ressources nécessaires, autant en finances qu'en matériel. Et si les élèves peuvent encore s'en sortir en allant au CDI, s'ils ont des trous qui le leur permettent en tout cas, ce n'est pas le cas des familles. Aller à la médiathèque, à la bibliothèque, dans un cybercafé. Disons que s'il faut y aller tous les jours, et qu'en plus les responsables légaux travaillent sur des horaires contraignants, ce n'est plus faisable, plus gérable. On cherche la facilité d'accès à tous. Il faut donc bien tenir compte des difficultés potentielles de chacun et respecter le droit à la déconnexion, pour les uns comme pour les autres. Autres exemples. On trouve des familles qui prennent l'habitude de lire l'ENT et qui s'insurgent quand les devoirs sont notés plus tard que d'habitude, qui ne supportent pas que les devoirs soient notés le lendemain, même si le travail à faire concerne la semaine suivante. Mine de rien, il y a aussi la question de l'écart de temps entre le moment où le devoir à faire apparaît sur l'ENT et celui où il faut le rendre, d'où l'intérêt, justement, de tout noter sur son agenda individuel. Et parfois, on voit des devoirs se rajouter sur la fin de semaine, sauf que là, ça ne concerne même pas les devoirs notés en classe, mais bien des devoirs que l'enseignant rajoute en plus du reste, sans avertir oralement. Est-ce que c'est courant? Je ne sais pas, je ne pourrais pas te dire. Mais j'ai déjà eu l'occasion d'entendre des parents d'élèves être inquiets parce que l'enfant ne voit ce surplus de travail qu'au dernier moment, qui n'a pas le temps de tout faire. Ceci dit, il mentionnait inquiétude et colère sans dire s'il s'agissait de travaux obligatoires ou si l'enseignant proposait des exercices complémentaires ou facultatifs. Un outil décidément autant utile que sujet à polémique. Et comme on ne sait pas sur quel pied jongler, comme on ignore si le cahier de texte numérique doit remplacer l'agenda individuel, difficile d'y voir clair. Ce qu'on sait, c'est que le travail personnel de l'élève devient un problème dans le secondaire, et que ça s'empare aussi du primaire, petit à petit. Franchement, la question siffle au-dessus de nos têtes. N'arrive-t-on pas progressivement à une dynamique consumériste? Murmure-moi les bénéfices. Que gagne-t-on avec le cahier de texte numérique? Même si l'on n'y pense pas forcément, le cahier de texte ne sert pas uniquement aux élèves et aux familles. Il a aussi une utilité pour l'enseignant et les personnels de l'établissement. Noter les devoirs et le contenu du cours était déjà une obligation avant la circulaire de 2010, à la différence que tout était sur un format papier, normal et logique, on suit l'ère des évolutions. Est-ce que ça rajoute du travail? En fait, ce n'est pas tant l'obligation en elle-même qui gêne, c'est le format. On peut croire qu'écrire sur papier prend plus de temps, mais les enseignants sont déjà bien chargés dans leur mission. Alors le numérique apparaît comme un gain de temps. Sauf qu'il faut pouvoir se connecter ici et là, apprivoiser l'ENT selon sa flexibilité et son ergonomie, sa lisibilité. C'est peut-être plus là que ça coince au final. Quels sont les bénéfices alors? Le fait de pouvoir ajouter des pièces jointes, de ne plus avoir à trimballer un cahier de texte papier, de s'autoriser plus de liberté dans la mise en page. Ouais, c'est pas mal, mais encore. Le numérique permet de s'y retrouver plus facilement sur la chronologie, d'avoir accès à tout plus rapidement, plus simplement, de lier les contenus. Pas mal, hein, mais il semblerait que les bénéfices de cet outil profitent davantage aux élèves eux-mêmes. Un cahier de texte numérique, c'est une dépense en moins dans les foyers. Et même si l'agenda ne coûte pas si cher que ça, c'est déjà quelque chose. C'est aussi une inégalité en moins, parce qu'on ne s'en aperçoit pas forcément, mais les agendas font partie des goûts des élèves. Agenda Pokémon, Marvel ou DC, Barbie, cahier de texte simple ou personnalisé, c'est une interminable histoire de marques et d'inégalités que l'on voit peu. Mais pour le coup, les élèves le perçoivent et le vivent au quotidien. Entre difficulté à payer un agenda par manque de ressources, ou moquerie des camarades parce qu'un agenda ne convient pas à leur personne immature ou à leur goût, alors que ça convient au goût de l'élève moqué. Alors oui, ce sont des petites choses à nos yeux, à ceux des familles. Ceci dit, elles pèsent dans la réflexion. L'agenda numérique ne distingue personne, c'est le même pour tous. Par contre, l'inégalité se situe alors au niveau matériel, tous n'ayant pas un accès permanent à l'ENT. D'autres bénéfices pour un cahier numérique. Comme je te l'ai expliqué, les élèves absents peuvent y trouver leur compte. Mais on se rend bien compte que cet outil reste un support pour eux, le mieux étant d'avoir le cours en lui-même, de l'avoir suivi. Ils n'auront là qu'un cours de substitution. J'entends par là un contenu qui se rapproche du cours, donné par l'enseignant avec l'ENT, mais pas vécu par l'élève.
Donc une difficulté pour lui de se l'approprier, même s'il peut tenter de compléter l'autre bout du contenu avec ses camarades. Le souci étant que tous les élèves ne s'entendent pas forcément entre eux. Donc la transmission des documents et des prises de notes demeure une question complexe qui ne s'arrête pas qu'à la démarche de l'élève absent ou de l'enseignant. Avoir un format numérique, c'est aussi avoir une béquille pour les élèves hésitants, stressés ou étourdis. Ils peuvent y retrouver le contenu validé par l'enseignant et ajusté en fonction. Oui, bon, ça n'arrive pas à tout le monde, oui. Tous les élèves ne vérifient pas entre l'agenda individuel et le numérique. Ça ne veut pas dire pour autant qu'aucun ne fait cette démarche. Ceci dit, tous ces bénéfices ne se ressentent qu'à la condition d'avoir les deux supports et de ne pas se reposer uniquement sur l'outil numérique, qui lui peut bugger contrairement à une version papier. Et ouais, ne négligeons pas cet argument. J'y rajouterai que le cahier individuel a ses propres avantages et ses rôles à jouer. Même si on peut le perdre plus facilement que le cahier de l'ENT, lui au moins ne risque pas de tomber en rade quand on en a le plus besoin. Plus loin, l'agenda personnel sert aussi dans la formation de l'élève, et pas juste pour lui permettre de trouver sa personnalité ou de se revendiquer. Pas juste parce que c'est un support sympa et privé pour dessiner ou s'exprimer. Oui, ça y contribue, mais au niveau du rôle en lui-même, de la posture de l'élève, l'agenda le responsabilise petit à petit. Ce n'est pas l'enseignant qui fait tout le travail, qui prend tout en charge, qui mâche le travail. C'est l'élève lui-même qui prend en note et qui apprend à s'organiser, à être attentif, à trouver sa méthode. Il sait qu'en cas de doute, il peut se reporter à sa béquille numérique, mais l'essentiel se trouve bien entre ses mains, et c'est lui qui apprend à s'améliorer, à suivre les délais, à les gérer. Et ça fait partie du travail scolaire et personnel qu'on demande aux élèves, pas pour les embêter, d'autant que noter les devoirs ne demande pas de réfléchir ou de gratter des heures durant. On demande de l'attention, de l'implication dans un apprentissage, ça passe aussi avec l'agenda. Et le mieux, ça servira au-delà des murs de l'école. L'hôtesse en parle encore et encore, notamment de ses frasques avec l'agenda personnel. Bah oui, écoute, je fais partie des élèves qui ont adopté leur agenda comme carnet de dessin et d'expression libre. Tantôt des mandalas parce que je ne sais pas dessiner autre chose que ça, tantôt des pensées du jour pour contenir mon mal-être, tantôt des poèmes disséminés sur les pages vierges. Et je te rassure, je ne faisais ça que sur les heures de trou, et je prenais bien tous les devoirs en note. Enfin, ça c'est jusqu'en BTS. J'ai même gardé ma collection d'agendas jusqu'en 2020. Pas que je l'aimais particulièrement, mais il contenait une partie de moi, le pas beau à voir surtout. Finalement, je les ai jetés, parce que ça prenait de la place, et surtout que je ne voulais pas que quelqu'un puisse les trouver. C'était personnel, c'était privé, et ça ne concernait pas que les devoirs. À partir du BTS, non seulement je continuais à décorer mon agenda, mais en plus, honte à moi, je ne prenais même plus les devoirs en note, et je me défoulais sur toutes les pages, celles des dates passées comme celles des dates à venir. Ça n'avait plus d'importance à mes yeux, je ne notais que les évaluations, et encore, et les références d'ouvrages ou de supports que j'entendais en cours et qui m'intéressaient. Les années BTS, c'est quelque chose de particulier, je t'en parlerai peut-être un autre jour. En tout cas, le cahier de texte n'a jamais été un souci pour moi jusqu'en BTS, et même là, je savais parfaitement à quoi il servait, mais les circonstances ont fait que. En revanche, pas une seule fois dans ma scolarité je n'ai regardé le cahier de texte numérique. Je le trouvais inutile et pas toujours très clair, donc je me fiais juste à ma prise de notes. Et l'école élémentaire alors? Je me souviens avoir commencé par un cahier de texte en CM1. C'était ce qui a été marqué dans la liste des fournitures, sauf que j'étais déjà habituée à l'agenda. Donc j'ai demandé, toute timide, si je pouvais utiliser le format là plutôt que le cahier de texte, que pour ma part je trouvais très brouillon et difficile à organiser. Alors tu vois, chacun ses goûts et préférences. Moi je m'organisais mieux avec une page par jour. D'autres arrivaient à organiser selon les matières et selon les jours. Ça ne m'a pas empêché de tenter de tricher un peu en disant que je n'avais pas de devoir, même si, contrairement aux autres, je ne pouvais pas déchirer la page au risque de me faire coincer. Les parents n'avaient qu'à me demander l'agenda pour constater mes odieux mensonges de CM. Et je te rassure, ça n'a duré qu'en école élémentaire. Et aujourd'hui, quand je vois qu'on remet de plus en plus en cause le travail personnel à la maison et la prise de notes sur l'agenda, je me dis que je suis très contente d'avoir fini ma scolarité, parce que ce travail personnel me semble primordial. Qu'on ne peut pas s'inquiéter de l'avenir de nos élèves si on leur met des bâtons dans les roues alors qu'ils n'ont même pas encore fini le secondaire. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Interroger et comprendre l'éducation nationale, que ce n'est pas simple. Et nous n'en avons pas fini. Vendredi prochain, même horaire, même endroit.
Je t'emmène sur les chemins d'un concours reluqué avec jalousie ou avidité, avec crainte aussi. Entre préjugés, légitimité et réalité d'un statut incertain, c'est une histoire de l'agrégation. En attendant, porte-toi bien et ne baisse pas les bras.